Trump met fin à la guerre RDC-Rwanda. Kagame avertit, paix imposée par les USA. Un tournant historique s'opère en Afrique centrale. Tout ce qui concerne le Rwanda et le Congo va probablement aboutir à un accord de paix, probablement lundi ou mardi. Nous allons le signer et nous avons mis fin à une guerre très violente. Ce fut un honneur pour moi d'y participer. Je tiens à remercier J.D. Vance pour son excellent travail, ainsi que notre secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a fait un travail fantastique. Le Rwanda, engagé dans une guerre de longue date avec le Congo, une guerre très sanglante, comme toutes les guerres, mais celle-ci était vraiment particulièrement sanglante, va faire la paix avec le Congo. Et ils vont pouvoir se concentrer sur la signature d'accords commerciaux avec les États-Unis et d'autres pays, et ainsi mener une vie beaucoup plus normale. Nous en sommes très honorés. Comme vous le savez, nous avons fait un excellent travail avec l'Inde et le Pakistan. Nous avons eu l'Inde, et il semble que nous allons conclure un accord commercial avec elle. Et nous avons eu le Pakistan, et il semble aussi que nous allons conclure un accord commercial avec le Pakistan. C'est une chose magnifique à observer. Serbie et Kosovo, de même. Ils se battaient depuis des années. Et comme vous le savez, nous avons mis fin à ce conflit aussi. Et maintenant, nous avons quelques gros dossiers. La Russie et l'Ukraine, où il y a un peu de progrès, et Israël, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Mais nous allons le découvrir très bientôt. L'ancien président américain, Donald Trump, vient d'annoncer, à la surprise générale, la fin d'un des conflits les plus sanglants du continent. La guerre entre le Rwanda de Paul Kagame et la République démocratique du Congo. Un accord de paix sans précédent a été négocié sous la houlette des États-Unis. Mais un avertissement clair est lancé à Kagame. Ne sabotez pas cette paix. Cette analyse approfondie révèle les dessous de cette victoire diplomatique, les trahisons passées et le message clair que l'Afrique ne tolérera plus l'impunité. Pendant plus de 2 décennies, la région orientale de la République démocratique du Congo a été le théâtre d'une guerre brutale, alimentée par l'ingérence étrangère, notamment celle du Rwanda, dirigée par Paul Kagame, avec la complicité silencieuse de traîtres congolais comme Joseph Kabila. Sous prétexte de combattre des rebelles, les troupes rwandaises ont à plusieurs reprises envahi le sol congolais, soutenant des factions criminelles comme le M23 et l'AFC, pour déstabiliser le pays, piller ses ressources et terroriser ses populations. Ces invasions, largement documentées, ont causé des millions de morts et de déplacés. Pourtant, le monde est longtemps resté silencieux. Mais cette fois, le vent a tourné. C'est avec fermeté que Donald Trump, ancien président des États-Unis, a déclaré « Nous allons conclure un accord et nous avons arrêté une guerre très vicieuse. » Ces mots, prononcés depuis Washington, résonnent comme un séisme dans les cercles diplomatiques. Alors que des décennies d'inaction ont permis à Kagame de transformer la région des Grands Lacs en terrain de chasse, les États-Unis viennent de démontrer que la paix n'est pas qu'un rêve lointain, mais un objectif réalisable, à condition d'agir avec force et détermination. Sous l'impulsion de Trump, de la vice-présidente J.D. Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio, les États-Unis ont rompu avec les politiques hésitantes des administrations précédentes. Ils n'ont pas envoyé de troupes, n'ont pas distribué d'aide sans fin, mais ont utilisé leur puissance diplomatique pour imposer une paix réaliste. Le résultat, une déclaration de principe signée à Washington, posant les fondations d'un nouvel ordre régional. Respect des frontières, fin des ingérences,
transparence dans le commerce des minerais, autant de lignes rouges que Kagame n'a plus le droit de franchir. Pendant trop longtemps, Paul Kagame a dupé le monde. Présenté comme un visionnaire, il a, en réalité, semé la mort dans les Kivus, imposé une dictature brutale au peuple rwandais, réduit l'opposition au silence et transformé le Rwanda en plaque tournante du pillage des richesses congolaises. Le régime du FPR, appuyé par l'armée RDF, a utilisé les M23 et AFC comme bras armés pour maintenir le chaos à l'est du Congo, tout en niant toute implication. Mais cette fois, le masque est tombé. L'approche de Trump, fondée sur la paix par la force, a percé à jour le double jeu du régime rwandais. Contrairement à Clinton, Obama ou Biden, qui ont fermé les yeux sur les crimes de Kagame ou les ont couverts par des aides militaires, Trump a opté pour une stratégie de pression ciblée. Aucun financement tant que la paix n'est pas garantie. Aucun soutien tant que la souveraineté du Congo n'est pas respectée. Et le message est clair. Le Congo n'est pas un terrain de jeu pour les ambitions impérialistes de Kigali. Pour les Congolais, ce moment est historique. Il confirme ce que les voix courageuses répètent depuis des années. La guerre à l'est du Congo n'est pas une guerre civile, mais une agression étrangère, orchestrée depuis le Rwanda, avec la complicité de certains Congolais vendus. Aujourd'hui, grâce à cette victoire diplomatique, le président Félix Tshisekedi et les FARDC, épaulés par les résistants patriotes Wazalendo, ont une opportunité inespérée, transformer cette paix fragile en victoire stratégique durable. Mais l'ennemi rôde encore. Car le plus grand danger pour cette paix ne vient pas de Washington, ni même de Kinshasa, mais bien de Kigali. Paul Kagame, maître dans l'art de manipuler les accords, a systématiquement violé toutes les ententes précédentes. Lusaka, Pretoria, Luanda. À chaque fois, il a utilisé les cessez-le-feu pour renforcer ses troupes, réarmer ses groupes rebelles et replonger le Congo dans la terreur. Aujourd'hui, affaibli, contesté dans son propre pays et confronté à des rumeurs sur son état de santé, Kagame pourrait être tenté de saboter une fois de plus un processus de paix qu'il ne contrôle pas. C'est pourquoi il faut l'avertir fermement. Toute tentative de saboter cet accord signé sous médiation américaine sera considérée comme un acte d'hostilité non seulement contre la RDC, mais aussi contre la paix mondiale. L'époque de l'impunité est révolue. Le monde entier, et surtout l'Afrique, regarde désormais Kagame pour ce qu'il est, un fauteur de guerre, un destructeur de paix, un obstacle à l'unité africaine. Quant à Joseph Kabila, son heure est passée. L'homme qui a trahi son propre peuple en ouvrant les portes du Congo aux troupes rwandaises ne peut plus espérer jouer un rôle dans l'avenir du pays. Sa présence récente à Goma, sous protection de l'armée rwandaise, est une insulte à la mémoire des millions de Congolais tombés à cause de son silence complice. Grâce à l'accord de Washington, le peuple congolais a l'occasion de tourner définitivement la page des traîtres. Certains sceptiques diront que cette paix est fragile, que Trump est controversé. Mais qu'on l'aime ou pas, Trump vient d'accomplir en quelques mois ce que l'Union africaine, l'Union européenne, la MONUSCO et les grandes ONG n'ont jamais réussi à faire en 2 décennies, faire plier Kigali et restaurer la souveraineté du Congo. C'est aussi un message aux autres puissances. La France, complice de Kagame depuis des années, est désormais isolée. L'Union européenne, embourbée dans des débats internes, est réduite au silence. Quant à la Chine et à la Russie, elle se contente d'exploiter les ressources sans jamais s'engager pour la paix. Les États-Unis, en revanche, ont choisi de mettre fin à une guerre ignorée, sans armée, sans néocolonialisme, mais avec des résultats concrets. Car, comme l'a dit Trump, chaque guerre arrêtée est une victoire
pour l'humanité. Ce n'est pas seulement une affaire de géopolitique. C'est une question de dignité humaine, de mémoire collective, d'avenir pour les enfants du Kivu. C'est un rappel que les vies africaines comptent, que l'Afrique n'est pas condamnée à la guerre perpétuelle, que le progrès commence par la paix. Mais il ne suffit pas de signer un accord. Encore faut-il le faire respecter. Le Rwanda retirera-t-il vraiment ses troupes? Le M23 et l'AFC seront-ils démantelés? Le commerce des minerais deviendra-t-il enfin transparent au bénéfice du peuple congolais? Le gouvernement Tshisekedi saura-t-il maintenir la pression diplomatique et sécuriser le terrain militaire? Voilà les questions cruciales des semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que Paul Kagame n'est plus intouchable. Le mythe du dirigeant visionnaire s'effondre. Ses soutiens se font rares. Même ses anciens alliés commencent à se désolidariser. Sa police politique réprime les voix qui dénoncent, comme Victoire, Ingabire ou les journalistes indépendants. Mais la peur ne suffira plus. Ce moment doit servir d'exemple à l'Afrique entière. La souveraineté n'est pas négociable. La paix ne se mendie pas, elle s'impose. Le Congo doit renforcer son armée, moderniser ses institutions, poursuivre les corrompus et isoler définitivement les traîtres. Et surtout, la diaspora congolaise doit rester mobilisée pour défendre la vérité, contrer la propagande rwandaise et reconstruire une nation digne et forte. En résumé, les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, ont écrit une page décisive de l'histoire africaine. Un accord de paix a été signé. La guerre imposée par Kagame est stoppée. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une ère nouvelle où les dictateurs ne dicteront plus l'avenir des peuples africains. Et si Kagame tente une fois de plus de jouer avec le feu, cette fois, il se brûlera. L'Amérique a montré ce qu'elle pouvait faire. À l'Afrique maintenant de faire le reste. Direction cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, a lancé un message d'espoir à la population de sa juridiction. Des précisions avec Pierre Kibambe Somwe. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalènes, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Funu. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça.
Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le 1-23, appuyés par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au sud kivusien, au nord kivusien, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Pourouzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo veulent éradiquer tous les groupes armés. C'est l'objectif de cette réunion FARDC-UPDF sur les opérations conjointes contre le ZADF, MTM, ISCAP au Nord Kivu et en Ituri. Reportage. Restons toujours dans ce chapitre, cette fois-ci avec la prestation de serment de 150 officiers de police judiciaire affectés par la commission spéciale d'enquête anti-corruption. Cette commission a pour rôle de démonter toute forme de corruption et soutenir les actions du chef de l'État. La prestation de serment des officiers de police judiciaire OPJ affectés à la lutte contre la corruption constitue une avancée significative dans la consolidation de l'état de droit et la moralisation de la vie publique. Par cet acte solennel, ces agents de la loi s'engagent à exercer leurs fonctions avec intégrité, impartialité et dévouement au service de la justice. Dans un contexte où la corruption demeure un fléau aux multiples facettes, affectant tant la gouvernance que le développement socio-économique, le renforcement de capacités humaines et institutionnelles devient une priorité. Ces nouveaux OPJ, dûment formés et investis, joueront un rôle crucial dans l'identification, l'investigation et la répression des actes de corruption à tous les niveaux. Devant le procureur, et ils ont la mission d'éviter, empêcher et dénoncer la corruption en toutes ses formes, tout en respectant scrupuleusement les lois de la République, l'ordre et la tranquillité publique. Cette initiative traduit également la volonté manifeste des autorités judiciaires et politiques de mettre en œuvre une lutte rigoureuse et crédible contre l'impunité. Il reste maintenant à garantir l'indépendance, la sécurité et le moyen logistique nécessaire à ces OPJ pour qu'ils puissent accomplir efficacement leur mission. En somme, cette prestation de serment n'est pas seulement un engagement juridique, mais aussi un symbole fort de la détermination de l'État à bâtir une société plus juste, équitable et responsable. Et dans la province de l'Équateur, l'heure est au lancement officiel de travaux d'entretien routier de la nationale numéro 8, route reliant le territoire d'Ingende et celui de Bolomba. Mimi Etaka Bosekota, reportage. C'est à Ingende, territoire situé à plus ou moins 120 km du centre-ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, que le go de travaux d'entretien routier mécanisé de la nationale numéro 8 reliant le territoire d'Ingende et Bolomba, long de 40 km a eu lieu. En présence de l'administrateur du territoire d'Ingende et son collègue de Bolomba, du représentant de Foner, l'adjoint technique chef de mission du bureau technique de contrôle BTC, autre autorité locale
locale et une foule immense que le ministre provincial des infrastructures, bienvenu Mobengo Londo, a, avant de donner le go de travaux, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de lutter pour le bien-être social de sa population en réhabilitant les routes, notamment dans la province de l'Équateur. Le directeur provincial de l'Office de route, Herman Tomba, a souligné qu'aucun développement durable n'est envisageable sans la construction des infrastructures. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ne ménage aucun effort pour que le développement durable de la République démocratique du Congo soit une réalité. Et c'est à travers la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures routières. Notons que ces travaux d'une durée de 3 mois sont financés par le Fonds national d'entretien routier FONER sous la supervision du Bureau technique de contrôle BTC. Et le vice-gouverneur de Mai-Ndombe est allé palper l'évolution de travaux de construction des hôpitaux et écoles à Séléngué territoire. Reportage. C'est avec joie que le vice-gouverneur du Mai-Ndombe, Trésor Rongoki, appelé affectueusement Petit Fati, a été accueilli par la population à Séléngué, chef-lieu du territoire du Nongo, situé à 15 km de la ville du Nongo, au bord du lac Mai-Ndombe. Après sa descente du canot rapide, la population a pris d'assaut certaines artères de la commune rurale jusqu'à la tribune centrale où la deuxième personnalité de la province a livré un message en l'endroit de la population de Séléngué. Nous savons tous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'époumonne pour le développement de la province du Mai-Ndombe en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Il a pris l'engagement de construire des hôpitaux et écoles. Aujourd'hui, nous, exécutifs provinciaux et l'Assemblée provinciale, ensemble avec le comité de sécurité provinciale, avons voulu venir à Séléngué pour palper du doigt le travail amorcé par PEDEL 145 territoires. Après, nous ferons rapport acquis de droit. Ici est de préciser que partout où le vice-gouverneur du Mai-Ndombe, Trésor Rongoki, est passé, il a toujours communié avec ses administrés. Dans le sud Ubangui, les représentants des structures étatiques et de la société civile ont pris part active à la cérémonie de lancement du projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et la formation des formateurs. Images et commentaires. Le projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement, le climat et la conservation en RDC vient d'être lancé dans le Ubangui. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du gouverneur de province par le vice-gouverneur de province Jean-René Galé-Kwavundawe en présence d'une forte délégation mixte venue de Kinshasa composée des experts de la DGPA, de la CONAREF, du secrétariat général des affaires foncières et de la direction de la foresterie communautaire. Il était question de renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile sur les outils du système d'information foncière et le processus de la foresterie communautaire. À en croire l'expert cartographe de la DGPA, M. Richard Lokoka, le dit projet bénéficie d'un financement de l'ambassade du Suède et est piloté par la coalition RRI. De la théorie à la mise en œuvre du dit projet avec la formation des formateurs sur la sécurisation des terres et des communautés locales autochtones. Maître Jacques Dibembe, expert de la CONAREF et principal facilitateur, revient sur l'économie de la matière. Il faut dire que le projet ADROMS DCC sera implémenté dans les deux groupements de l'Obala Poko et l'Obala Sud, secteur de Dongo, territoire de Kungu.